Koherima Yorana. Tawana e mo pramiro maruru no tfari dame amato te pepe. Maruru to yawe no te hupa ta we cheturine no to hupa apu. Ware tato tawa ini a te fimo we rao a tu he petuma ke ni. Traho te fifi o te fa. Hupa fimo. Trara te cheturine yau naruto te hupa ta tate uire e ho whenua e rawe nei anui e matara hoa te te atuha whenua no te whaapuno e rau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais juste vous dire que aujourd'hui, je voulais parler de programmation, d'objectifs, de construction de la politique agricole. Mais en voyant ces enfants arriver dans la salle, je me suis dit qu'il faudrait tenir un discours à leur portée. Et oui, la société n'est pas faite que d'adultes. Elle est faite aussi d'enfants qui seront demain nos citoyens. Et qu'il faut qu'ils prennent conscience dès à présent du défi, des difficultés qu'ils vont rencontrer. Ce sera une partie de la politique agricole que nous avons l'intention et que nous avons déjà commencé à travailler dessus depuis un an. Je veux parler des réserves alimentaires. Je lisais hier soir dans une revue économiste que la FAO, qui est la partie de la question alimentaire au niveau des Nations Unies, allait soutenir pour le prochain G20, c'est-à-dire là où il y a les plus grands pays qui se réuniront, l'histoire de la sécurité alimentaire. Le 16 octobre, ce sera la journée mondiale de l'alimentation. Alors vous allez voir au travers de cette petite présentation quel est l'intérêt de retourner à la terre, quels sont les métiers que nous pouvons développer, qu'est-ce qui nous attend comme défi. Beaucoup, je dirais, sourient à l'approche que nous avions donnée par rapport à un de nos fruits emblématiques, l'arbre à pain. Mais je peux vous dire que les prémices de difficultés mondiales ont démontré qu'on a tout intérêt à tenir compte de cet arbre à pain et des autres produits que nous avons à profusion chez nous. Donc je vais m'adresser à deux publics aujourd'hui, aux enfants et aussi aux grands-enfants. Quelques chiffres. 900 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. On est à peu près 7 milliards. 25 000 personnes meurent de faim chaque jour, soit une personne toutes les 4 secondes. Vous voyez là en vert et en jaune toutes les régions qui sont confrontées par les difficultés de nourrir leur population. Ici, on ne crève pas de faim. Je voulais juste vous rappeler. Des difficultés qui vont s'accroître. Grâce au réchauffement climatique, nous avons des bouleversements climatiques qui font qu'aujourd'hui, des pays comme les États-Unis, comme la Russie, connaissent une sécheresse sans précédent et qui ont un impact sur nos réserves alimentaires. Aujourd'hui, nous mangeons du riz, nous utilisons beaucoup de farine de blé. Ces produits, lorsque vous regardez ce camembert, sont réorientés vers d'autres utilisations. Faire du biocarburant, nourrir le bétail. Pourquoi nourrir le bétail? Parce qu'aujourd'hui, la Chine, les pays asiatiques ont un autre mode de consommation. Ils s'occidentalisent. Ils veulent plus de viande dans leurs assiettes.
Imaginez 3 milliards de personnes qui veulent de la viande de bœuf dans leur assiette. Quel est l'impact? Pour vous donner un ordre d'idée, nous consommons 8000 tonnes de viande bovine et nous produisons que 150 tonnes. Est-ce que demain, on aura encore ces bateaux qui viendront nous nourrir? Est-ce qu'ils ne vont pas demain se réorienter vers l'Asie? Il ne faut pas se leurrer. La Chine, aujourd'hui, est la première puissance économique. Et le nerf de la guerre, aujourd'hui, ce sont les finances. Pour vous donner un exemple, une petite anecdote. Février, au Salon de l'Agriculture, le président de la Chambre de Calédonie me dit ceci. Nous avons une rupture de viande. Vous savez pourquoi? On a omis, il y a 4 mois, d'importer de la viande. Et la Nouvelle-Zélande nous a répondu trop tard. La Chine a acheté tout le stock de 2011. Nous ne pouvons plus vous fournir. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver aussi? Donc voilà. La sécheresse, les bouleversements climatiques, regardez ces courbes. Les céréales sont en train de grimper. Le maïs, le blé, le riz, le soja. Nous consommons 10 000 tonnes de riz par an, 16 000 tonnes de farine par an. Cela représente un chiffre d'affaires de 2 milliards. Ces 2 milliards enrichissent la Californie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et nos enfants cherchent du travail. Vous savez, la souveraineté alimentaire est un droit pour tout peuple. La première mission d'une famille, c'est de nourrir ses enfants. Alors, on va faire quand même un petit comparatif pour vous rappeler un peu ce que nous consommons. On consomme 500 tonnes de taro à peu près, 135 tonnes de bananes, 105 tonnes de patates douces, 26 tonnes d'eau, 860 tonnes en tout. Voilà ce que nous consommons en termes de produits locaux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. 10 000 tonnes de riz, 16 000 tonnes de farine. La balance est très déséquilibrée. Je vais vous parler du ourou, mais je peux vous parler aussi de la banane, du taro, des feuilles et bien d'autres choses. Pourquoi le ourou? Il s'agit de sécurité alimentaire. On peut le conserver. Nos ancêtres les conserver dans des trous pendant plusieurs années. Ce n'est pas pour rien que la boum qui est venue chez nous. Aujourd'hui, nos ourous sont le fleuron de la Jamaïque, de la Guadeloupe. Le ourou, c'est aussi la préservation des sols, la préservation de notre biodiversité. Là où il y a des arbres, il pleut. Là où il n'y a pas d'arbres, c'est le désert. Oui, le maraîchage, c'est bien. Mais il faut faire aussi de l'agroforesterie. Et nous avons le potentiel. Aujourd'hui, c'est plus de 135 variétés qui ont été répertoriées. Travaillez dessus. C'est dommage que ce ne soit pas nous qui sommes à la tête de ce projet. Mais ce n'est pas grave. L'université, l'Institut du breadfruit de Kawai a aujourd'hui, depuis plus de 25 ans, fait des recherches
sur la conservation, sur la saisonnalité, à savoir quand est-ce que tel ourou produit, sur le goût, sur les valeurs nutritives. Est-ce que vous croyez que les États-Unis ont mis en place ce programme juste pour faire plaisir? 25 ans de travail. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2050, nous serons 9 milliards. Et 9 milliards, il faut trouver de la nourriture. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail de recherche. Et la recherche, c'est aussi l'agriculture. Merci au ministre de l'Éducation de le rappeler. Que la recherche, on a besoin de chercheurs. On a besoin de personnes qui puissent définir les goûts, les caractéristiques de tous nos produits, améliorer la génétique, faire des choix variétaux. Un centre de recherche agronomique sera construit, sera mis en place dès l'année prochaine sur Papara. Il faut que nos enfants s'orientent vers ce genre d'activité. Le temps de l'administration est révolu. J'ai besoin d'ingénieurs agronomes. Il faut réformer l'administration. Il faut réorienter nos enfants. Il faut que l'éducation s'accole à ce qu'on a besoin au niveau de la société. Oui, il faut des planteurs. Oui, il faut des gens qui plantent. Mais il faut aussi des chercheurs. Dans le monde entier, ils sont en train de planter du riz. Au Ghana, alors, nos parents nous ont enseigné la façon de planter. C'est pas difficile. Quand je disais que les problèmes de notre société est l'affaire de tous, pas que les grands, mais aussi des petits, apprendre à nos enfants à multiplier au travers des racines de ourou, un plant de ourou, c'est bien plus bénéfique que d'aller apprendre et disséquer et faire l'étude d'une grenouille. Mais nous avons aussi maintenant évolué. Nous avons la biotechnologie. Regardez ce plant de ourou. Il a été fait à base d'une cellule. C'est ce qu'on appelle la multiplication in vitro. Je vais vous confier une chose. Il y a 4 laboratoires au monde qui savent le faire. Un au Canada, un en Australie, un à Fidji, et le 4e, c'est Haïti, c'est la Polynésie. Au Canada, il y a plus de 10 millions de plants qui sont prêts à être envoyés au travers du monde. Le Queensland vient de mettre en place un laboratoire identique. C'est pour vous dire l'intérêt qu'il porte à notre fruit emblématique. Et pour une première, je voudrais vous annoncer que pour 2013, on fera venir quelques plans, juste pour montrer quel est l'intérêt de la multiplication in vitro. Ce sont des plants qui sont choisis pour être productifs. Sans maladie. Donc vous voyez, je vous rappelle la carte de ce matin, de tout à l'heure. Les difficultés des pays en termes d'alimentation. Et maintenant, regardez en comparaison où est-ce qu'on peut planter du ourou.
ce sont les mêmes pays où on peut planter nos plants de ouro. Donc voilà l'intérêt de notre abattoir. Ce plan a 2 ans. C'est un plan in vitro. En 2 ans, il a déjà commencé à produire. Je l'ai vu, je l'ai touché. Et j'ai compté même les fruits. Il avait alors 3 ans. Nous sommes ici dans le jardin de Kahanu Garden à Maui. 135 variétés de ouro sont présentes. Des milliers de touristes vont visiter ce jardin. Pourquoi pas nous? Donc, derrière l'agriculture, il y a aussi ce qu'on appelle l'agrotourisme. Rien ne nous empêche de faire chez soi un petit jardin où nos touristes viendront visiter, déguster et apprécier la convivialité de notre Fénois. Voilà le plan. Ces plans ont été distribués dans le monde entier. On en a même fait des fondations. Honduras, Ghana, Amérique du Sud. En termes de nutrition, quelle est la grande difficulté de notre pays aujourd'hui? C'est la santé, c'est la malbouffe. Le diabète, le cholestérol, les insuffisances rénales. C'est notre alimentation. Ce n'est pas le combat de M. Temarou, de M. Jacques Hidrolé. C'est le combat d'une société. Il faut que dès à présent, on change de mentalité, qu'on réoriente notre mode de consommation et qu'on mette nos fruits dans nos cantines scolaires. Maruru, au ministre de l'Éducation, qui a mis le premier pas en interdisant les twisties et le reste. Alors, vous savez, ma fille aussi me dit, papa, manger du ouro tous les jours, mais tu es fou. Mais pourtant, on mange du riz tous les jours. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 300 recettes de ouro, faites à base de ouro. On peut faire des chips, on peut faire de la farine, on peut même mettre en conserve. On a importé les spaghettis, ben, il faudrait qu'on exporte nos spaghettis de ouro vers l'Italie. J'ai goûté, c'est très bon. Et oui, la farine de ouro, 16 000 tonnes, 400 millions de subventions du pays pour subventionner et pour enrichir ceux qui habitent l'extérieur. Et si on mettait 400 millions pour la farine de ouro, ça ne serait pas plus mal. Hein? 18 minutes. On va leur dire, au niveau du fer, un des éléments essentiels de la constitution du corps, eh bien, le euro se place parmi les premiers. Regardez au niveau du potassium, nécessaire au système immunitaire. Le euro dépasse tout le monde. Un euro, c'est 20 bols de riz. En termes de protéines, il a ce qu'il faut. À la production à l'hectare, le euro se place en seconde position en termes de production. 6 tonnes à l'hectare de farine. Le blé, le maïs sont loin derrière. Et on n'a pas besoin d'engrais. Il se nourrit tout seul. Il produit lui-même son engrais. Alors je voudrais vous laisser le dernier message, et c'est celui qui est le plus important. Parce qu'on me pose la question, Monsieur le ministre, où sont vos 10 000 euros? Eh bien, nos 10 000 euros, ils sont chez nous. Si chacun d'entre nous plante 10 euros, 10 pieds de euro,
Je ne crois pas que ça soit une catastrophe, une difficulté de pouvoir planter 10 clous. Il faut commencer maintenant. Il ne faut pas attendre que le ministre apporte les plans et qu'il creuse les trous pour mettre dans la terre. Il faut découper les racines, il faut les mettre dans un bac. Une fois qu'ils ont poussé, ne m'attendez pas. Faites le tout, mettez dedans. Et vous aurez assuré l'avenir de vos enfants. Marolo. Marolo,